Yélé, salut à tous et à toutes. Je viens d'apprendre avec une grande tristesse la fermeture d'un restaurant en Guadeloupe, nous sommes en Guadeloupe là. La fermeture d'un restaurant que je connaissais très bien. Et c'était un restaurant qui marchait très bien, très bien. Alors dans le reportage, on dit que c'est un restaurant qui servait 1200 repas par jour. À l'échelle de la Guadeloupe, un restaurant qui sert 1200 repas par jour, c'est un restaurant qui doit normalement se porter bien. En termes de chiffres, d'affaires, c'est un restaurant qui doit se porter très, même, je dirais même très bien. Et alors, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais c'est une blague, c'est pas possible. J'ai regardé plusieurs fois, j'ai regardé un peu partout, je me suis renseigné. Et c'est effectivement cela, le restaurant est liquidé, c'est-à-dire qu'il va disparaître. Là, il ferme. Alors, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que depuis le Covid, énormément d'entreprises ferment. En Guadeloupe, dans l'Hexagone, au Canada, partout. Depuis le Covid, c'est la catastrophe. Aux États-Unis, c'est partout pareil. Alors, je me demande, je me suis dit, mais Cochon Plus va fermer. Cochon Plus va fermer. Alors, si Cochon Plus qui avait les reins solides ferme, cela signifie que beaucoup de petites entreprises vont fermer. Là, nous parlons de restaurants, mais bon, il n'y a pas que les restaurants, il y a toutes sortes d'entreprises. Les entreprises vont fermer. Beaucoup d'entreprises qui ont les reins, je dirais, moins solides vont fermer. Ça, c'est mathématique. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Je suis quelqu'un de très optimiste de nature. Mais il y a ce qu'on appelle la réalité. Il y a la réalité, il y a ce qu'on observe, ce qu'on analyse et ce qu'on voit. Et on se dit, il faut pas être naïf, et naïf de quoi que les choses vont s'arranger comme ça, d'un coup de baguette magique. Depuis le Covid, ça a été la descente aux enfers de beaucoup d'entreprises. Alors, pendant le Covid, il y a eu ce qu'on a appelé le PGE, le prêt garanti par l'État. Il fallait, c'est vrai, faire quelque chose parce que les entreprises étaient en très grande difficulté. L'époque du Covid, ça a été vraiment une catastrophe. Moi, je sais ce que c'est. Je l'ai vécu, je l'ai subi dans ma chair. J'ai perdu beaucoup d'êtres chers. J'ai été moi-même malade, je ne pouvais pas travailler. C'était très compliqué. Très compliqué. J'ai eu ce qu'on appelle un Covid long. Un Covid long. Ma compagne est décédée en 2021, en août 2021, et je me suis retrouvé en très grande difficulté. Elle est décédée en m'ayant contaminé avant de partir, et ça a été très violent, très violent. Je ne pouvais pas, j'avais pas l'usage de mes jambes, l'usage de mes mains, enfin je ne pouvais pas travailler. Quand on est dans cette situation-là, on s'imagine très difficilement tenir la souris d'un ordinateur. J'avais des problèmes de main, enfin c'était très compliqué pour moi. Moi qui vous parle là, j'ai vécu au moins 2 ans et demi dans un enfer pas possible, sur le plan sanitaire. Alors, l'État devait faire quelque chose, c'est vrai, l'État devait faire quelque chose. Mais les entreprises qui avaient l'habitude de faire du chiffre d'affaires, eh ben, se sont retrouvées avec un PGE, un prêt garanti par l'État. Leur chiffre d'affaires a été remplacé par de la dette. Parce qu'un prêt, c'est quelque chose qu'on rembourse. C'est pas du chiffre d'affaires, c'est un prêt. On rembourse un prêt. Une fois que j'ai vu que c'était cette solution que l'État avait trouvée, je me suis dit, après le Covid, il y aura beaucoup de faillites d'entreprises, mais beaucoup de faillites d'entreprises, que ce soit des entreprises solides
ou les entreprises, je dirais les PME, comme on dit, les petites et moyennes entreprises. J'ai senti que ça allait être... En fait, ce fameux PGE, c'était un piège finalement, parce que les gens n'ont pas... Puisque pour rembourser ce prêt, ce fameux prêt, il aurait fallu que l'entreprise retrouve sa vitesse de croisière en termes de production. Mais si l'entreprise a du mal à redémarrer et qu'on lui demande de rembourser, et vous savez, quand on vous met la pression pour rembourser, ça devient très compliqué. L'État vous met une forme de pression, l'heure est arrivée de rembourser, mais il faut rembourser. J'ai écouté attentivement l'argument du gérant de Cochon Plus, le restaurant, et il disait que tout augmente, c'est vrai que tout augmente chez nous, aux Antilles. D'ailleurs, on est en plein combat contre la vie chère, tout le monde le sait, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. En Martinique, c'est beaucoup plus important comme mouvement. Mais on est en problème, vraiment, on a des problèmes pas possibles de vie chère. Alors lui, le gérant, il expliquait que tout augmente. Les produits qu'il utilise pour travailler augmentent, les charges augmentent, tout augmente, tout augmente. Et il expliquait qu'il ne peut pas répercuter ces augmentations-là sur le prix de vente de ses plats. Mais oui, si là, il vend un plat, je ne sais pas, je dis ça, 10 €, il ne peut pas dire que, bon, comme tout a doublé en termes de prix, il ne peut pas vendre un plat 20 ou 30 €, doublé ou triplé, je veux dire. C'est pas possible, tu ne peux pas vendre quand tu changes ces prix-là, les prix aussi brutalement et de manière aussi significative. Donc ça m'a permis de beaucoup réfléchir, depuis que j'ai entendu ça. J'ai beaucoup de peine pour beaucoup d'entreprises, de petits entrepreneurs que je connais, qui sont en très très grande difficulté. J'ai des amis qui sont en très 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 grande difficulté. Il y a des cas de suicide, il y a beaucoup de problèmes. Alors, bon, ça m'amène à une réflexion beaucoup plus large, puisque j'écoute régulièrement les informations, et j'ai su que de très grandes enseignes étaient en train de fermer en mettant au chômage des milliers d'employés. Alors, j'ai entendu que Auchan, qui est une grande enseigne, va fermer dans l'Hexagone en mettant à la rue plus de 2400 ou 2500 employés. Alors, quand on parle d'employés, 2500 employés, ce ne sont pas seulement les 2500 employés qui vont être en difficulté, puisque admettons que chaque employé fasse vivre 2, 3, 4 personnes dans le foyer. Vous voyez la quantité de personnes qui vont être mises en difficulté là? Ça va être terrible. Ça va être terrible. Alors, le groupe Casino, enfin, il y a des faillites, des difficultés d'entreprise énormes. Alors, je poursuis toujours la réflexion. Je me dis que le travail devient très compliqué. Le travail devient rare. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle l'IA qui arrive. L'intelligence artificielle. Vous voyez, je suis parti de Cochon Plus. Je suis passé par l'Hexagone pour vous montrer que c'était exactement le même phénomène. J'ai des contacts au Canada, bon, où je suis allé, bon, je connais, et les gens me disent que c'est exactement le même phénomène, c'est le même phénomène, les enseignes ferment, etc. Donc je suis parti de Cochon Plus, en Guadeloupe avec vous, en plein contexte de combat pour la vie chère en Guadeloupe, plutôt la Martinique, c'est vraiment un combat dur. La Martinique, c'est un peu l'équivalent du LKP en 2009 en Guadeloupe. Voilà. Mais en Guadeloupe, on a les mêmes problèmes aussi. On a un problème de vie chère, c'est incroyable. Alors, je parlais de l'IA, l'intelligence artificielle. Je suis allé, alors à Londres, je me suis rendu dans un supermarché, enfin un grand libre service, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une seule caissière, pas de caissière. Vous savez, quand vous rentrez à Carrefour, chez nous, quel que soit le Carrefour ou Industriland par exemple, vous voyez au moins une 50aine de caissières
comme ça, sur une ligne de caisse comme ça. Et ils reçoivent, ils comptent les courses, enfin, elles encaissent, puisqu'il y a des hommes aussi, mais bon, je vois plus de femmes, alors je préfère dire elles. Alors, elles encaissent, et imaginez que vous alliez à Carrefour et qu'il n'y ait pas de caissière. Pas de caissière. Il y a des systèmes très intelligents qui arrivent à calculer les courses. Vous passez une sorte de portail comme ça électronique qui calcule les courses, etc. Comme ça se fait un peu à Londres, dans certains... mais ça va se généraliser, hein, ça va se généraliser. Donc le métier de caissière, c'est un métier qui est appelé à disparaître. Alors pour revenir à cette fameuse intelligence artificielle, je me suis dit que l'homme a créé lui-même l'instrument de sa propre destruction. Vous voyez ce que je dis là? L'homme a créé lui-même l'instrument de sa propre destruction. Puisque quand on détruit l'emploi, on détruit l'être humain. L'être humain n'existe que parce qu'il est utile à la société, parce qu'il fait vivre sa famille. Mais à partir du moment où il enlève ces moyens-là, ça devient très compliqué. Très compliqué. Alors l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Alors pour les gens qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, imaginez de façon schématique, hein, que l'informatique remplace tous les métiers de bureau, par exemple. Une secrétaire utilise l'ordinateur. La caissière utilise une caisse, mais qui est en fait un ordinateur. Les caissières n'utilisent pas les caisses comme il y a 30 ou 40 ans. Hein. Ce sont des ordinateurs avec des scanners, on scanne les prix, etc. Bon, et puis l'ordinateur fait les calculs. Alors imaginez un monde où l'être humain sera remplacé par des machines, des ordinateurs. Alors, au sens large, puisque cela veut dire que même les robots, puisqu'il y a des humanoïdes, c'est-à-dire des robots à forme humaine, qui sont programmés pour faire ce que fait un être humain au quotidien. Et oui, ça existe déjà. Hein. Au Japon, c'est déjà très avancé, hein, ces projets-là. Et en Chine aussi, bon. Vous savez, dans les usines où on fabrique les voitures, il y a de moins en moins d'employés d'usine. Hein. Ce sont des chaînes de montage gérées par ordinateur. Alors, une fois que l'être humain aura remplacé tous ces métiers-là, tous ces professionnels-là par des ordinateurs, eh bien, notre monde sera fini. Mais oui. Alors, moi, ça me fait rigoler d'entendre dire qu'il faut combattre le chômage. Mais pendant que nous disons ça, nous créons nous-mêmes des conditions pour que nous soyons encore plus en difficulté en termes de travail. Nous travaillons pour qu'il y ait toujours plus de chômage. Alors, le cas de cochon plus, bon, c'est vrai, c'est pas un métier où l'ordinateur joue un rôle important. Dans un restaurant, c'est le cuisinier qui fait à manger, il y a les serveuses, bon, il n'y a pas tellement d'informatique là-dedans, à part quand vous allez payer, hein, quand vous payez par carte bleue, etc., carte bancaire, ben, tout ça, vous savez, les caisses maintenant, ce sont des ordinateurs. Même notre téléphone, ouais, le téléphone là, que je tiens en main là, mon téléphone portable, c'est un ordinateur. Autrefois, nous utilisions notre téléphone pour appeler, donc on lançait un appel et on raccrochait. Ça servait à ça. Appeler et raccrocher quand on a fini la conversation. Maintenant, un téléphone portable, c'est un ordinateur qui remplace même de plus en plus l'ordinateur de maison, l'ordinateur de bureau. Il y a eu l'ordinateur portable qui subsiste encore, hein, qui résiste. Et bon, moi j'ai un ordinateur portable. Mais
le téléphone portable est plus mobile qu'un ordinateur portable. On n'a plus les gros ordinateurs de bureau, là maintenant c'est presque fini. C'est dans les entreprises qu'on voit encore les grosses unités centrales, des choses comme ça. Mais les gros serveurs et tout ça, mais bon, maintenant, il y a des ordinateurs portables qui sont aussi puissants, même plus puissants que les ordinateurs de bureau qu'on avait avant, avec l'unité centrale, l'écran à part, le clavier à part, tout ça. Maintenant, un ordinateur portable, quand vous avez un ordinateur portable de 16 gigas de RAM, 16 gigas de RAM, c'est très rapide. 16 gigas de RAM, 2000, 2 TO, 2000 gigas. 3000 gigas, 5000 gigas de mémoire, de stockage, voyez. Alors quand vous avez ça, il y a même maintenant, j'ai même vu un ordinateur portable de 32 gigas. Ouais, on est même loin. Quand on est passé à 8 gigas, c'était déjà puissant. C'était des ordinateurs de 4 gigas avant. Tout le monde avait son petit ordinateur de 4 gigas. Maintenant, on est passé après, on est passé à 8 gigas. Après, maintenant, c'est 16 gigas. J'ai vu 12 gigas. Hein. Oui, j'ai eu le temps de voir 12 gigas, mais j'en ai pas vu beaucoup. Mais 16 gigas, j'en ai vu. Maintenant, c'est 32 gigas. Alors maintenant, si vous avez un ordinateur de 32 gigas de RAM, hein, c'est-à-dire de vitesse d'exécution de l'ordinateur, et 2 ou 3 Tera, vous savez, alors là, je sais pas, vous imaginez un ordinateur qui peut stocker 2000, 3000, 4000, 5000 gigas. C'est extraordinaire. Mais en même temps, l'ordinateur est tellement puissant, il y a des logiciels tellement puissants, et avec l'intelligence artificielle, là, maintenant, c'est fou, avec un ordinateur, on peut tout faire. Moi, je sais tout faire avec un ordi. À peu près. À peu près. Mais, je vous parlais, en fait, du téléphone, qui, petit à petit, est en train de remplacer même l'ordinateur portable. Ben, cela veut dire que maintenant, avec notre téléphone portable, on peut tout faire. On peut tout faire. Et il y a des écrans très larges hein, de téléphones portables. Il y a des gens qui ont des téléphones portables qui sont un peu comme des tablettes. Hein. La tablette n'a pas eu beaucoup de succès. Hein. Bon, beaucoup de gens possèdent des tablettes, mais la tablette, c'est un peu l'intermédiaire entre le téléphone, l'ordinateur portable et le téléphone portable. Je suis pas très tablette. Hein. J'ai eu des tablettes, mais je suis pas très tablette. Avec un téléphone, soit mon téléphone, soit mon ordinateur portable, je fais beaucoup de choses. Et donc je disais qu'un téléphone peut faire beaucoup de choses. Maintenant, un téléphone, c'est un ordinateur plus mobile, plus comment on dit ça maintenant, plus pratique, beaucoup plus pratique, puisque vous ne pouvez pas aller partout avec un ordinateur portable, mais avec un téléphone, vous mettez téléphone, vous le mettez dans votre poche et puis c'est bon. Hein. Et puis c'est bon. On est quelquefois piraté. Moi j'ai eu un gros problème de piratage, un très gros problème de piratage que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. Vous savez, les pirates sont à l'œuvre aussi. Hein. Ils sont là, ils sont à l'œuvre. Mais enfin, je sais me débrouiller. Mais ça, le dernier piratage a été très compliqué. Ouais. Donc il faut installer des antivirus. Mais bon, enfin, ça on peut peut-être en discuter un autre jour. Alors, je parle de téléphone, pourquoi? Alors, je parle de téléphone parce que, nous parlons de chômage, hein. Je parle d'entreprises en difficulté, de chômage de masse. Ça s'appelle un chômage de masse. Hein. À partir du moment où les gens sont mis au chômage par milliers, c'est un chômage de masse. Alors, les gens sont dans une compétition de téléphone portable.
Alors il faut sans cesse avoir le tout dernier. Suivez bien ce que je vous explique là. Ce sont les opérateurs, les vendeurs de téléphone, les opérateurs, les gens qui vendent des formules d'abonnement, Orange, Digicel, enfin tout ça. L'autre c'est quoi, SFR. Ça va être bientôt la fin de ces gens-là. Et là encore, il y aura des milliers et des milliers de chômeurs, de nouveaux chômeurs. Pourquoi? Il y a un monsieur qui s'appelle Elon Musk. Elon Musk, c'est un génie. C'est un monsieur très intelligent. Très, très, très intelligent. C'est l'homme le plus riche de la planète. Avec un patrimoine de 2200 milliards, je crois. 200 milliards de dollars. Vous voyez? Certains disaient que c'était Bill Gates, d'autres disaient que c'était, je sais pas, comment s'appelle l'autre là, Steve Jobs, qui est décédé hein, il y a quelque temps. Alors, Elon Musk, c'est un génie. Il faudrait que je vous parle de cet homme-là, vraiment, parce que pour moi, c'est un génie. Moi, j'aime les gens qui sont forts. Quand vous prenez comme modèle des gens faibles, ben, vous restez faible. Mais quand vous prenez comme modèle, dans leur domaine précis, hein, dans leur domaine précis, quand vous prenez comme domaine, comme modèle des gens qui sont très très forts, eh bien, vous êtes obligé de progresser. Vous ne deviendrez pas aussi fort que lui, mais ça vous sert d'idéal, hein, vous savez, objectif. On n'atteint pas forcément l'objectif, mais on peut arriver très loin dans un objectif. Hein. On peut arriver très très loin, sans atteindre un objectif, mais on peut arriver très près d'un objectif. Alors ce monsieur, qui sera un ministre de Donald Trump, hein, je vous le dis en passant. Et alors c'est le propriétaire de X qui s'appelait Twitter autrefois. Vous entendez le chant du coq. Je suis un homme de la campagne. J'aime beaucoup fuir l'être humain. Je me sens bien dans les bois. J'habite un peu dans un coin un peu retiré où je traverse la rue, je récupère un fruit à pain, je traverse l'autre rue de l'autre côté, je récupère une noix de coco qui tombe. Je me sens bien là. J'aime cette vie-là. J'ai été élevé comme ça, à la campagne, et j'aime être loin de tout le tohu-bohu de l'être humain, vous savez, la violence qui se répand partout. Nous sommes dans une société de plus en plus violente. Alors, quand je peux me retrouver un peu isolé comme ça, dans mon petit coin, je me sens très bien. Alors, Monsieur Musk va créer une révolution dans le domaine de la téléphonie. Ça va être une révolution impitoyable. Impitoyable, pas pour nous les consommateurs, hein. Ça va être impitoyable pour les autres fabricants de téléphones et les opérateurs. Alors, quand on a un téléphone portable, on a le téléphone, mais on a aussi l'abonnement qui va avec. Un téléphone seul, ça ne peut pas fonctionner. Si vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas un abonnement qui vous permet de passer des appels, ça ne sert à rien. L'abonnement ne fonctionne pas tout seul sans téléphone. Voilà. Alors, Monsieur Musk, ce génie, c'est un homme pour qui j'ai un grand respect, va lancer prochainement un téléphone qui s'appellera Tesla, puisqu'il a créé une marque qui s'appelle Tesla. Il fait des voitures électriques, il fait tout ça sous la marque Tesla. Il va lancer prochainement un téléphone qui va coûter à peu près 100 euros. 100 euros. Et il va proposer avec ça un abonnement, écoutez bien, un abonnement Internet qui sera planétaire. Moi, je voyage beaucoup. Quand je vais, par exemple, je sais pas, moi, en Thaïlande, quand j'arrive en Thaïlande, il me faut acheter une puce, parce que le téléphone, mon opérateur qui est aux Antilles, ne peut pas fonctionner en Thaïlande.
Donc si je veux avoir WhatsApp en Thaïlande, en arrivant en Thaïlande, il me faut changer de puce. Changer de puce. Si je vais au Sénégal, il me faut changer de puce. Avec le téléphone d'Elon Musk, le téléphone Tesla d'Elon Musk, c'est terminé tout ça. Il a créé, Monsieur Musk, il a lancé, il a un satellite, il a son Internet, il a son satellite. Vous vous rendez compte? Autrefois, un satellite appartenait à un État. Maintenant, un individu possède ces satellites. Il peut produire l'Internet. Voilà, il peut procurer Internet à qui le veut. Et là, il a décidé de devenir planétaire parce qu'il a les moyens de le faire. Hein. Il a les satellites qu'il faut. Starlink, voilà, satellite Starlink, eh bien, c'est ça qui produit l'Internet de monsieur Elon Musk. Alors, c'est un monsieur qui voit très grand. Alors, il a décidé qu'il faut que tout le monde ait l'Internet, quel que soit là où il se trouve sur la planète. Je n'aurai bientôt... Alors, moi, j'attends impatiemment cette sortie du téléphone, ce fameux téléphone Tesla. On en parle depuis pas mal de temps. Hein. Alors, ça veut dire que quand je pars à Singapour, arrivé à Singapour, je vais... je vais avoir mon Internet. Le même Internet que j'aurai en Guadeloupe, je l'aurai à Singapour, je l'aurai au Sénégal, je l'aurai à Londres, je l'aurai au Canada, partout. Partout. Le même Internet. Hein. Sans avoir à changer d'opérateur, acheter de puce en arrivant là. Non, non, c'est terminé. C'est-à-dire que maintenant, avec Elon Musk, on a un téléphone et on a l'Internet qui va avec. Et c'est un Internet planétaire. Vous aurez beau être dans la brousse, je ne sais pas, africaine, je ne sais pas, en Australie, vous aurez l'Internet Starlink de monsieur Elon Musk. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Comme conséquence, c'est la mort des opérateurs qui nous arnaquaient souvent. Hein. Qui nous vendaient des internets, enfin des abonnements internet hors de prix, des fois des trucs comme ça. Bon, moi, ce que j'attends de voir, ce sera le coût de cet abonnement-là. Est-ce que ce sera lié... je ne sais pas, bon, ce sera un Internet à vie. Non, non, je ne pense pas. Mais il y aura certainement un coût mensuel, certainement, c'est ça que j'attends, de voir combien ça va coûter. Cet Internet lié à ce téléphone-là. Voyez? Et c'est un téléphone, on n'aura même plus à choisir la couleur de notre téléphone quand on va l'acheter, puisque ce même téléphone Tesla change de couleur. En fonction de là où on se trouve, la couleur du téléphone va changer. Alors voilà, ça, je me suis dit, il faut que je vous en parle parce que de notre côté, on a un chômage de masse qui va nous écraser, qui va nous mettre en grande difficulté. Mais de notre côté, il y a aussi des développements qui se font pour notre intérêt. Hein. C'est dans notre intérêt, ces développements-là. Oui, d'acheter une puce à Londres, acheter une puce à Dakar, acheter une autre puce qu'on arrive... Eh bien, on n'aura plus ça. On aura un abonnement Internet planétaire, quel que soit là où on ira. On aura l'Internet de monsieur Elon Musk, qui nous fournira, un Internet qui nous fournira à partir de son satellite Starlink. Vous voyez? Donc, on aura... Alors, pour revenir brièvement à ce chômage de masse qui nous attend, ce sera violent, hein, ce sera très violent. Ce sera très violent. Nous serons remplacés par des humanoïdes, des sortes de robots qui vont... Quand on dit humanoïde, qui a forme humaine, qui ressemble à un être humain. Donc, on sera remplacé de notre côté. Mais de notre côté, on aura des possibilités technologiques aussi, comme le téléphone Tesla, là. On aura des possibilités qui vont nous permettre de faire des économies, d'une certaine façon. Pour ce qui est de ce chômage de masse-là, je ne vous cache pas que je suis très inquiet, parce qu'il n'y a pas que moi.
Des fois, il ne faut pas penser qu'à soi. Moi, j'ai de la famille, j'ai des petits cousins, j'ai des petites cousines qui étudient, et qui vont entrer au pays, qui vont vouloir travailler. Et si la technologie nous remplace partout, ben, nos petites cousines, nos enfants, nos petits cousins, ben, ils auront du mal à trouver leur place dans cette société-là. Ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Voilà, donc j'ai voulu... pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? C'est pour que nous ne soyons pas naïfs. Et nous devons savoir ce qui nous attend pour que nous puissions développer les capacités que nous avons en nous. Vous savez, les gens me demandent souvent, est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je suis quelqu'un de très croyant? Je crois en une force supérieure. Un créateur, quelqu'un qui a créé l'univers avec toutes ses complexités. Mais je ne crois pas à un Dieu qui est derrière chaque personne pour lui acheter son sandwich. Oui, j'ai faim, il a prié Dieu, il se met à prier pour avoir un sandwich. Je crois que Dieu a mis le créateur, qu'on l'appelle Dieu ou qu'on l'appelle autrement. Hein. Les Rastas l'appellent Jah, les chrétiens l'appellent Dieu, enfin chacun lui donne le nom, quel que soit le nom qu'on lui donne. Moi je crois qu'il a mis en nous des possibilités, des capacités de trouver des solutions. Il a mis en nous l'intelligence, il a mis en nous des dons, il a mis en nous des talents, il a mis en nous des intuitions, il a mis beaucoup de choses dans l'être humain que l'être humain ne sait pas utiliser justement. Mais moi, c'est dans la difficulté que je me développe. Chaque fois que je suis mis en difficulté, je vous dis que je suis resté près de 2 ans et demi avec un Covid long, ça a été très difficile. Très difficile. Il m'a fallu trouver des ressources en moi pour pouvoir aller marcher, me forcer à marcher, parce que je ne marchais pas. Hein. Je ne marchais pas. Et vous savez, je crois que l'être humain est plus fort qu'il ne le croit. Il est plus fort qu'il ne le croit. Je ne vais pas me mettre à raisonner comme certains amis africains qui me disent « Oui, on doit être maudit, Dieu est contre nous. » Moi, je n'aime pas entendre ce genre de raisonnement parce que je vais faire une émission sur cette thématique-là. Sommes-nous maudits? Ça, je vais faire une thématique sur ça, enfin, une émission sur cela, parce que je ne comprends pas comment le Créateur... comment il a pu doter ces pays-là, le continent noir, hein, disons-le franchement, de toutes les bénédictions, toutes les ressources naturelles, tout ce qu'il faut pour se développer. Et l'Africain, le noir d'une façon générale, est toujours le souffre-douleur de toutes les communautés. Il est toujours bas de l'échelle sociale, partout, quel que soit là où il est, même chez lui. Hein. Même en Afrique ou aux Antilles, nous sommes au bas de l'échelle sociale. Si nous nous battons contre la vie chère chez nous en ce moment, c'est parce que nous ne maîtrisons rien. Nous ne maîtrisons rien. La grande distribution est aux mains de gens qui décident des règles. C'est pour ça que je ne dirais pas que je suis contre cette mobilisation. Je ne suis pas contre, hein. Au contraire. Mais je me dis que si en 2009, ça n'a rien donné... Je ne sais pas si ça va donner quelque chose, parce que les moyens de production ne nous appartiennent pas. Je suis plus pour le boycott. Nous ne pouvons pas acheter, on n'achète pas. Voilà, personne n'achète, et bien le gars il va fermer. Maintenant, si nous n'avons aucun moyen de production, nous n'avons jamais su nous développer alors que Dieu nous a tout donné. Là, je parle des Africains plus précisément. Les Africains, des fois... Quand je vais là-bas, je suis très triste de les entendre me dire « Oui, mais si la France s'en va, qui va s'occuper de nous ?» Je leur dis « Mais vous avez le pétrole, vous avez l'or, vous avez l'uranium, vous avez tout !» Vous avez tout pour vous développer. Et ceux qui viennent vous piller, ils viennent vous piller parce qu'ils n'ont rien. Vous avez tout. Et vous considérez que c'est vous qui avez le problème. Vous considérez que le problème, c'est vous. Dans un sens, oui, puisque vous ne vous donnez pas les moyens de vous développer. Vous avez des outils, c'est comme si je dis j'ai faim, et dans mon réfrigérateur, il y a tout ce qu'il faut pour manger.
Mais c'est ça. L'Afrique, pour moi, c'est ça. On a tout ce qu'il faut en Afrique. Tout. Je suis ébahi des fois. Je leur dis, mais vous ne vous rendez pas compte, vous avez tout. Vous avez tout. Oui, mais on ne sait pas les exploiter. Alors, vous savez, quand j'étais à l'université, j'avais beaucoup de camarades étudiants qui étudiaient pour devenir ingénieurs de ceci, ingénieurs de ça. Mais où sont-ils passés après? Il fallait retourner en Afrique pour développer le pays. J'ai discuté avec une jeune femme qui est médecin en France. C'était à Paris, dans l'Hexagone, on discutait. Et elle me disait qu'elle était chimiste, elle aimait beaucoup la chimie, les choses comme ça. Et c'est un médecin, c'est quelqu'un qui maîtrise la chimie. Et elle me disait que quand elle va en Afrique, elle est très malheureuse parce qu'il n'y a même pas de dentifrice pour se brosser les dents. Elle n'a pas de dentifrice pour se brosser les dents. Je lui dis, mais tu es chimiste, tu es médecin, pas chimiste, mais enfin tu maîtrises la chimie, tu es médecin. Mais retourne en Afrique et développe une usine de dentifrice. Vous savez, la jeune femme m'a regardé, elle me dit, mais hôtesse, je n'avais jamais pensé à ça. Jamais. Je lui ai dit, mais attends, mais tu sais, tu maîtrises. Je suis sûr que tu as la possibilité de savoir très bien la composition d'un dentifrice et pouvoir l'améliorer à l'infini. Elle me dit, ouais, effectivement, je n'avais jamais pensé à ça. Jamais. J'ai dit, ben voilà, eh ben, je t'ai donné un sujet de réflexion. Eh ben, il faudrait essayer de voir si tu ne peux pas toi-même apporter cette pierre-là à l'édifice de la construction d'une grande société africaine. Vous voyez? Ben, elle me dit, ah ouais, mais c'est bizarre, j'avais jamais pensé. Je dis, mais j'ai le même problème avec tous mes amis africains. Ils me disent, oui, il faut, ouais, il n'y a pas ci, il n'y a pas. Je dis, mais créez. Les Occidentaux viennent chez vous, ils ne veulent pas partir, ils veulent rester, ils s'accrochent, parce qu'ils n'ont pas ce que vous avez chez vous. Ils auraient bien aimé avoir ça chez eux. Il y a autrefois, il y a eu un président d'Afrique du Sud qui s'appelait John Vorster dans les années 60. Hein. Et bien ce monsieur disait, l'Afrique serait un paradis pour l'homme blanc. Comment il a dit ça? En fait, il voulait, je ne me souviens pas de la formule exacte. Hein. Il disait que sans les Noirs, l'Afrique serait un paradis pour l'homme blanc. Vous savez, l'Afrique du Sud a été très longtemps un pays d'apartheid, vous savez, de racisme. Donc, il parlait comme quelqu'un de son temps. Un raciste de son temps, et il a dit publiquement, hein, mais je ne me souviens pas de la formule exacte, mais il y a une formule exacte, il disait que sans les Noirs, l'Afrique deviendra un paradis pour l'homme blanc. L'homme noir le gêne, mais le pays, le continent africain les intéresse. Et beaucoup d'Occidentaux pensent comme ça, il ne faut pas croire. Hein. Ils pensent comme ça. Hein. Oui, ils nous prennent pour des paresseux, nous sommes des feignants, nous sommes tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils pensent que si nous n'étions pas là, sur ces territoires-là, ben ils voient ce qu'ils auraient pu faire avec toutes les ressources qu'il y a là. C'est pour ça que j'en veux beaucoup. Vous savez, moi, je n'aime pas chercher des responsables chez les autres. J'aime bien me remettre en cause, moi, avant d'aller chercher d'autres responsables. C'est vrai qu'il y a eu la colonisation, il y a eu l'esclavage avant et tout ça. Bon, maintenant, on fait quoi? On fait quoi? Moi, j'ai pas envie d'aller me battre avec M. Ayotte pour qu'il baisse ses prix. Moi, j'aurais aimé que nous ayons, nous aussi, des circuits de distribution. Créons nos circuits de distribution. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont très forts, il y a des gens qui ont fait des études de commerce, il y a des gens... on a tout ce qu'il faut chez nous. Hein. On a tout ce qu'il faut chez nous, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, vous allez vous battre avec Ayotte, bon, il va peut-être baisser les prix pendant quelques jours, je ne sais pas. Mais puisqu'il est en position de monopole, qu'est-ce qui l'empêche d'augmenter ses prix quand il veut? Et puis, M. Ayotte, c'est l'ami des présidents, c'est l'ami des ministres. Bon, nous sommes quoi là-dedans?
nous n'avons aucun poids significatif là-dedans. En tout cas, bon, moi, ce que je voudrais souhaiter, c'est que nous puissions nous développer en cherchant en nous-mêmes nos ressources et les possibilités intellectuelles que nous avons en nous. Moi, je vois en Guadeloupe des gens qui font tellement de choses avec le fouille à pain. Je suis allé voir un ami dernièrement, il m'a fait goûter quelque chose qu'il a produit avec de la farine de fouille à pain. La farine de fouille à pain. Ouais, nous mangeons le fouille à pain, comme on dit chez nous, à Bruxelles, comme ça. Moi, j'aime bien ce fouille à pain avec un morceau de morue, un peu d'huile. Oh là 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 là. Pour moi, c'est l'un des meilleurs repas qui existent. Mais vous voyez, il y a des gens qui font tellement de choses. En matière de cuisine, je vois des gens faire des trucs avec la banane, des trucs incroyables. Je suis allé voir une commerçante une fois. Et j'ai vu qu'elle faisait tellement de choses avec des produits locaux. Farine d'igname, farine de ceci, farine... Le problème, c'est que nous faisons ça de façon un peu isolée. Mais faisons comme font les Occidentaux. Mettons-nous ensemble, créons de grandes entités, créons des choses importantes. Ne faisons pas des petites choses. Celui-là est éparpillé par là, celui-là, bon, on le trouve dans les bois par là. Il fait son truc tout seul, il fait son agriculture. Mais il faut qu'on apprenne aussi à être des commerçants, de bons vendeurs de ce que nous faisons. Quelquefois, nous sommes de bons producteurs, nous savons produire, nous savons créer des choses, mais nous ne savons pas les vendre. Et je vous dis, quand je vais en Afrique, je vois la même chose. Des gens font des choses. Devant moi, une fois, un type a créé une voiture. Je suis arrivé dans un hôtel. J'ai bien vu, le lendemain matin, j'ai bien vu en face de ma chambre, de l'autre côté de la rue, je vois que le type est en train de scier, il fait de la soudure, je ne comprenais pas trop ce qu'il faisait. Et puis en fin d'après-midi, je vois le gars rouler avec une voiture. Je suis descendu le voir, je lui ai dit, mais attends, mais comment, tu as fait une voiture? Il me dit, mais oui. J'ai fait une voiture avec des trucs de récupération, des pièces de récupération par-ci, et puis j'ai fait une voiture. Et il n'a pas fait une voiture ordinaire, un truc... il a mis l'esthétique aussi, il a fait ça bien proprement, et puis je lui ai dit, mais comment, mais il faut proposer ça à quelqu'un, je ne sais pas. Il m'a dit, mais à qui? Écoutez-moi, hein. Chez nous on dit il ne faut pas se mettre à la place des gens parce que chacun a sa place. Mais moi je serais président d'un pays, un type crée une voiture dans mon pays, mais je mets à sa disposition les ingénieurs, l'usine, je l'envoie à la limite se former parce que bon, le type il a fait ça de façon intuitive comme ça. Mais il faudrait peut-être que le former pour qu'il s'améliore, pour qu'il crée encore plus. Non, le gars, il me dit, ben, je m'amuse. Je lui dis, tu vas faire quoi? Il me dit, ben, je roule avec. Bon, comme ça. Un autre gars a inventé un groupe électrogène qui fonctionne à l'eau. Ça, je ne l'ai pas vu, hein. Mais on m'a mis en contact avec lui, il m'a envoyé des photos, j'ai vu des vidéos. Et en Afrique, hein, toujours. Hein, au Sénégal. Et le type... non, c'était pas au Sénégal, ça. Non, ça c'est... je crois que c'est au Gabon. Ouais, le type a inventé un groupe électrogène qui fonctionne à l'eau. Vous voyez, quand je pense qu'on est esclave d'EDF dans notre pays, parce que quand il y a une grève d'EDF, c'est mortel, c'est insupportable. Mais si je pouvais avoir un groupe électrogène qui fonctionne à l'eau, écoutez, je serais l'homme le plus heureux de la planète. Enfin bref, bon, tout ça pour revenir à mon débat du début. On se dirige vers un chômage de masse. Il faudrait que nous apprêtions à développer des choses que nous maîtrisons.
Au lieu d'aller nous battre avec des gens qui ont le monopole de ceci ou de cela, moi je vois très mal comment on arrivera à faire plier quelqu'un qui maîtrise toutes les étapes de la distribution de A à Z. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il parle d'intermédiaire, mais ce monsieur n'a pas d'intermédiaire. C'est lui qui maîtrise tout depuis la production, enfin, c'est-à-dire qu'il y a, vous savez, la distribution, c'est le fournisseur, le transporteur, CGA, CGM, CTM, CGA, CTM, et il y a la distribution, et puis finalement, bon, le client, quoi. Vous savez, si le type maîtrise tout ça, toutes ces chaînes, toutes ces étapes de la chaîne, mais il fait ce qu'il veut. Tant pis pour nous qui ne nous développons pas. Moi, je vais rester sur cette ligne-là. Moi, quand je dis ça, les gens me disent, oui, mais il faut soutenir les... Je dis, oui, je soutiens toujours. Mais vous verrez que cycliquement, tous les 10 ou 15 ans, c'est le même combat qui revient. C'est le même combat qui revient, et puis les gens oublient ce qu'ils ont promis. Je parle des autorités, même des grands distributeurs. Hein. Ils oublient qu'ils ont signé des documents, comme ça s'est fait en 2009. Moi, je suis pour qu'on se développe, qu'on fasse je sais pas moi. Il y a un phénomène qui s'est développé aux États-Unis depuis quelque temps là. Ça s'appelle buying black, acheter noir, acheter chez les noirs. Ben, les noirs, dans certaines régions, dans certaines villes, commencent à acheter entre eux. Moi, je dis que c'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est ce genre de choses qu'il faudrait développer. Chez nous, les personnes âgées disaient, on ne peut pas qu'à battre l'abbé coup pour bail. Tu ne peux pas te mettre à battre un prêtre pour lui voler sa robe. Vous voyez, c'est une image. Hein. Et moi, je suis pour ça. Moi, je suis pour qu'on apprenne maintenant. Vous savez, quand vous êtes allé en Afrique, vous voyez que c'est le même problème. Ce sont toujours les mêmes qui dominent parce qu'ils ne sont pas forcément plus intelligents, hein, mais ils ont compris que nous ne savions pas développer ce que le Créateur nous avait donné. Ils ont compris ça. Alors maintenant, pour faire face à ce chômage de masse qui vient à grands pas, eh bien, essayons de chercher au fond de nous-mêmes. Je viens de vous le dire, hein, c'est dans la difficulté que je me développe toujours plus. C'est toujours quand j'ai un gros problème qu'il me faut trouver une solution. C'est là qu'on voit qu'il y a en l'homme des capacités d'adaptation incroyables. Bon, eh bien, j'ai assez parlé là. Passez une bonne journée et puis à bientôt. Bye.